Donc, bonjour à tous. Voilà. Donc, je vais vous présenter la partie préopératoire. Je laisserai Anne-Simon vous parler de la partie péropératoire qui est tout aussi intéressante, en basant sur les recommandations du Conseil supérieur de la santé, qui ont 4 ans, mais qui sont toujours d'actualité, et qui venaient dans la foulée de la réforme de l'hygiène hospitalière de 2007, où, dans la loi, était écrit en toutes lettres, et c'est toujours d'actualité, que les recommandations officielles ont force de loi dans les hôpitaux aigus. Et par recommandation officielle, on entend bien sûr les recommandations du Conseil supérieur de la santé. Et à l'époque des recommandations sur la prévention des infections au bloc opératoire, on a essayé de se calquer sur la méthodologie utilisée par les Américains avec des niveaux de preuve. Dans la présentation de Baudouin, on voyait catégorie 1A, 1B. Ici, on l'a traduit en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on a essayé de hiérarchiser ces recommandations en recommandations où il n'y a aucune discussion possible, la littérature est unanime, là où on peut encore discuter, et puis le niveau 3 où finalement il n'y a pas de recommandation. Donc soit ça se fait en interne en recommandation de l'hôpital, soit on a écrit que les experts préconisaient de telle ou telle mesure. Pour rappel, l'infection du site opératoire, elle survient dans les 30 jours s'il n'y a pas de matériel étranger. Elle peut aller jusqu'à 1 an après l'intervention quand il y a pose d'implant. Alors, nous, hygiénistes, on travaille à l'hôpital essentiellement. Donc, on a une bonne visibilité, je vais dire, en tout cas, on espère, des infections post-opératoires précoces, les patients qui sont toujours à l'hôpital et qui font une complication infectieuse. Une fois que le patient est sorti, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'on ne revient pas toujours voir son chirurgien attitré. Quand il y a un problème infectieux, il lui arrive régulièrement d'aller dans un autre hôpital consulter un autre spécialiste. Et donc, on a déjà beaucoup moins de vision sur ces infections un peu plus tardives. Alors, je ne parle même pas de celles qui surviennent dans l'année. Ce qu'on sait, d'après la littérature, c'est que les infections du site opératoire, c'est 15% des infections nosocomiales et que c'est la 3e cause d'infection liée aux soins après les infections urinaires et les infections respiratoires. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce qui a bien été démontré aussi, c'est qu'elles sont souvent multifactorielles. Alors, moi, je fais de l'hygiène depuis 1999, et chaque fois qu'on a eu des problèmes d'infection post-opératoire, la première démarche des infirmières du bloc et des chirurgiens, c'était de dire c'est le flux, c'est le sterput, c'est l'environnement, alors qu'on sait que dans la grande majorité des cas, l'infection, elle est endogène, elle est due à la flore du patient, voire, malheureusement, à des erreurs d'asepsie et de l'opérateur, de l'aide chirurgicale ou de l'infirmière. Et donc, dans les mesures que l'on peut mettre en place avant l'intervention, il y a clairement l'information du patient. Alors, en tant que médecin-chef adjoint, je gère les plaintes et les médiations avec la médiatrice de l'hôpital. 9 fois sur 10, quand le patient nous écrit ou vient en médiation ou en plainte, c'est parce qu'il considère qu'il a été mal informé. Et notamment l'information avant l'intervention. Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas été donnée, mais bien souvent, elle est donnée oralement. Bon, j'ai mis qu'il y avait le rôle du chirurgien. Souvent, ce n'est pas le chirurgien qui informe sur les complications, c'est beaucoup plus le rôle de l'anesthésiste. On donne une information orale au patient, mais le patient a une tonne d'informations sur l'intervention, sur l'hospitalisation, et il est probablement émotionnellement pas en état de tout retenir non plus. Et donc, il dit après l'intervention, mais non, on ne m'a pas dit qu'il y avait des risques infectieux. D'où le fait qu'on ait écrit dans ces recommandations que l'information devait être orale, certes, mais idéalement écrite. L'accréditation, on en a parlé, n'impose pas que ce soit écrit. Nous, on voit que quand c'est écrit et même signé par le patient, dans certaines disciplines chirurgicales, l'anesthésiste remet une feuille qui explique les complications les plus fréquentes, évidemment, au patient. Il lui dit le jour de l'intervention, vous revenez, donc vous prenez le temps de le lire chez vous, vous revenez avec vos questions le jour de votre hospitalisation et vous le signez. Et dans ces cas-là, même dans ces cas-là, on a des médiations, des patients qui disent non, on ne me l'a pas dit. Et comme tous ces documents chez nous sont scannés dans le dossier médical informatisé, eh bien on lui ressort le document, on dit regardez, vous l'avez signé, vous l'avez lu. Et effectivement, bien souvent, le patient dit mais oui, mais voilà, il y avait trop d'infos. Et donc cette trace écrite aide aussi, ce n'est pas le versant prévention des infections, mais c'est le versant médiation qui, en matière d'infection nosocomiale, prend une ampleur importante. Et donc, toujours au CHU,
le temps accordé à l'anesthésie, je ne sais pas comment ça se passe dans vos institutions, pour une consultation préopératoire, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes. C'est 10, c'est encore pire. Voilà, nous c'est 20. Pour tenir les timings, pour que les délais ne soient pas trop importants, pour que le patient soit vu dans les temps par rapport au temps opératoire. Et donc 20 minutes pour informer le patient, pour faire son anamnèse, son traitement du domicile, son examen clinique, lui expliquer la brochure de douche préopératoire, voire lui expliquer le dépistage du MRSA ou du MSSA qui a été abordé tout à l'heure. C'est extrêmement court. Alors ce que nous on a mis en place, c'est, depuis janvier de cette année, sur un autre site depuis 1992, c'est une équipe de préhospitalisation. Et donc le patient voit le chirurgien pose l'indication opératoire, le patient prend rendez-vous chez l'anesthésiste et il a un rendez-vous couplé préhospitalisation anesthésie. Donc 1 heure avant de voir l'anesthésiste, il vient voir l'équipe de préhospitalisation, qui sont des infirmières et des agents administratifs. Et c'est là où on explique la durée de l'intervention, on remet la brochure préopératoire, on explique au patient comment il doit se doucher. Pour aider l'anesthésiste, on fait le traitement du domicile, donc l'anesthésiste n'a plus qu'à l'apporter dans la prescription informatisée. Toute une série de règles qui ont été écrites par les anesthésistes sont données à cette équipe de préhospitalisation. Et ça permet, en tout cas c'est une piste, de consacrer, en tout cas pour l'anesthésiste, un temps vraiment aux choses qui ne peuvent être dites que par l'anesthésiste ou faites que par l'anesthésiste. Quoi qu'il en soit, peu importe qui donne cette info, mais le patient doit avoir une information sur la nature et la durée estimée de l'intervention, hors complications évidemment, qu'on lui explique toutes les complications fréquentes, en ce compris évidemment les complications infectieuses, de respecter, l'importance pour lui de respecter les règles préopératoires, je vais y revenir, et rassurer le patient, lui dire qu'il y a des mesures de prévention à l'hôpital, dans tous les hôpitaux, mais aussi lui dire que le risque zéro n'existe pas. Bien souvent, le patient pense qu'une infection nosocomiale, une infection post-opératoire, c'est inévitable. On sait avec les campagnes d'hygiène des mains pourtant que 30% sont évitables, ça veut dire que 70% ne le sont pas. Et donc c'est important aussi de le dire, et ça je pense que le fait que ce soit l'anesthésiste qui le dise a probablement plus de poids que si c'est l'infirmière de préhospitalisation. Deuxième chose, c'est la recherche des facteurs de risque liés au patient. Alors ça ne peut être fait effectivement que par l'anesthésiste. On va en venir sur le dépistage du portage de staphylocoque doré. Alors en 2013, aujourd'hui, il y a de la littérature qui sort régulièrement, c'est ce que Baudouin disait, des articles, il en sort des dizaines, des centaines dans tous les domaines tous les ans. Les recommandations du Conseil supérieur de la santé, quelque part, on dit ça doit être décidé, le dépistage, en collaboration, chirurgien, anesthésiste, équipe d'hygiène hospitalière. Ça doit être fonction de la prévalence au sein de l'institution concernée, du type d'intervention, on a déjà abordé ça en début de journée, du risque pour le patient et de la présence d'autres facteurs de risque. Alors clairement, notre expérience, c'est facile de dire, c'est le rôle de l'anesthésiste de faire le prélèvement. On peut imaginer, ça pourrait être l'infirmière de préhospi. Mais qui récupère le résultat ? Qui téléphone au patient pour lui dire vous êtes porteur? Alors à l'époque, il y a 10 ans, on parlait que du MRSA, aujourd'hui on parle de plus en plus du dépistage de MSSA et de la décolonisation. Qui appelle le patient? Qui lui explique ce qu'il doit faire? Le fait de devoir aller à la pharmacie, chercher un antiseptique, comment il doit l'appliquer. Eh bien, en tout cas, on est un hôpital universitaire au CHU de Liège, mais on n'est jamais parvenu à mettre ça en place correctement au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on avait fait parallèlement aussi, puisqu'on nous dit qu'il faut voir la prévalence au sein de l'institution, on avait quelques médiastinites à MRSA chez des patients qui, par chance, avaient été dépistés à l'admission. On ne sait pas très bien pourquoi. Donc là, ça n'a aucun intérêt puisqu'on n'a pas le temps de décoloniser ou même d'avoir le résultat avant l'intervention. Quoi qu'il en soit, ces 5 patients étaient négatifs et l'enquête épidémiologique a montré que c'était un assistant de chirurgie qui était porteur de MRSA. Et le typage a montré que c'était la même souche chez ces 5 patients. Et donc, à l'époque, ne trouvant pas de consensus avec personne, on en est resté là. Et à la faveur de l'invitation de ce jour, j'ai refait un peu l'épidémie, notamment avec les MSSA, où on a un peu plus, en tout cas d'infections post-opératoires. Il va falloir qu'on se repositionne. Alors on peut dire que c'est l'infirmière de préhospi,
Ça peut être envisagé, mais en tout cas, ce n'est pas seulement un dépistage. Toute la mise en œuvre pour être sûr que le patient, et puis après la décolonisation, comme on l'a dit dans le questionnaire, il faut vérifier que le patient est bien décolonisé. Il faut parfois postposer l'intervention avec tout ce que ça a comme conséquence pour le chirurgien, pour l'organisation du bloc, pour l'organisation de l'unité de soins. Donc, ce n'est pas si facile que ça à mettre en place, et on pourra peut-être en discuter par la suite. Mais en tout cas, c'est un problème épineux. Maintenant, le patient qui est porteur, qui est identifié comme porteur de MRSA, pas MSSA mais MRSA, c'est clair que là, il faut que tous les intervenants en soient informés par rapport aux mesures qu'il va falloir prendre, soit en salle d'hospitalisation, soit au bloc opératoire. Alors, dans certains cas de figure, on peut envisager de faire d'autres dépistages, toujours en collaboration avec l'équipe d'hygiène hospitalière, dépistage qui va entraîner la prise de précautions additionnelles si un agent infectieux multirésistant est mis en évidence, par exemple. S'il y a une infection au moment où vous voyez le patient en consultation d'anesthésie, les recommandations, et qui sont de niveau 1A, c'est de postposer l'intervention, en tout cas s'il y a une pause de matériel étranger et que cette intervention n'est pas urgente, évidemment. Parce que clairement, il y a un risque soit de contamination directe du champ, soit d'infection par voie hématogène quand il y a une infection concomitante à l'intervention chirurgicale. Alors, il faut évidemment... pour éviter les complications post-opératoires, éviter la dénutrition, qui a un impact sur les complications infectieuses qui sont plus fréquentes. De la même manière, toujours en niveau 1, équilibrer le diabète en pré-op, mais aussi maintenir la glycémie à un taux inférieur à 200 en période post-opératoire immédiate. Essayez de convaincre le patient que vous voyez en consultation qu'il doit arrêter de fumer au moins un mois avant l'intervention programmée. Alors là, à nouveau, nous, notre expérience, c'est que la consultation pré-op de l'anesthésiste se fait en général 15 jours, 3 semaines avant l'intervention. Donc c'est un peu compliqué de demander d'arrêter un mois à l'avance. Mais en tout cas, ça a tout son sens et c'est dans les recommandations. Alors il faut que le patient arrive le plus tard possible à l'hôpital. Les infections nosocomiales surviennent à l'hôpital. Les complications hospitalières, c'est à l'hôpital. Donc, le patient doit entrer le plus tard possible, tout en permettant, évidemment, une préparation préopératoire adéquate du patient. Et l'autre versant, c'est aussi que le patient qui rentre la veille d'une intervention, c'est une journée non justifiée pour l'hôpital. Et avec toutes les mesures gouvernementales, on ne peut plus se le permettre. Et donc, de plus en plus, en tout cas, nous, nos patients rentrent à 7 h du matin pour être opérés à 8 h. Et donc, on a toute une procédure pour que le patient fasse sa douche préopératoire comme un patient ambulatoire chez lui au domicile. Alors, le dépistage viral, hépatite B, hépatite C, HIV n'est pas recommandé systématiquement, il n'est plus de longue date. Les précautions générales, c'est pour tout le monde, peu importe le statut du patient. Mais si vous souhaitez faire un dépistage, c'est toujours avec l'accord du patient. On ne peut pas faire un dépistage sans l'avoir demandé explicitement au patient et avoir son accord oral au minimum. Alors, on a parlé tout à l'heure de démence chez un patient pour l'endoscopie. Il est clair qu'il faut aussi, et là c'est peut-être moins le rôle de l'anesthésie, chez nous en tout cas c'est plutôt les neurologues qui mettent en garde les anesthésistes et les chirurgiens quand un patient est à risque de maladies transmises par des prions. C'est quand même exceptionnel, mais il faut y penser. Et donc c'est vrai que nous, on a sensibilisé tous nos chirurgiens, tous nos anesthésistes par un courrier en leur disant bien, soyez sensibilisés et si vous avez un doute, prévenez l'équipe d'hygiène pour qu'on puisse alors prendre en charge correctement le matériel après l'intervention. Autre versant, et on en a déjà touché un mot tout à l'heure aussi, c'est la toilette préopératoire. Donc l'idée, c'est de réduire la flore cutanée du patient. À nouveau, l'information doit être orale et idéalement écrite, puisque le patient ne peut pas tout retenir de l'information qui lui est donnée. On recommande de faire la douche préopératoire dans le service d'hospitalisation, sauf pour le patient ambulatoire. Et donc, je vous dis à nouveau, avec la pression actuelle, les patients entrent de plus en plus, même pour une chirurgie, avec hospitalisation le jour de l'intervention. Et donc, on se retrouve dans la situation où, malgré tout, il faut bien informer le patient sur la manière de faire cette douche préopératoire. Et à nouveau, je ne dis pas que c'est l'anesthésiste qui doit le faire, ça peut être l'infirmière de préhospitalisation.
Ce qui est beaucoup plus difficile, en tout cas dans mon expérience, c'est de faire comprendre aux infirmières de l'unité de soins qu'elles doivent vérifier que cette douche préopératoire a été faite correctement. Ça fait des années qu'on essaye de convaincre, on n'y arrive pas, et donc on a, et je vous montrerai après, ce n'est pas des études scientifiques loin de là, mais nos infirmières qui font une 4e bloc-op, chaque année on leur demande, dans la discipline où ils travaillent, de faire un petit audit au bloc opératoire de la propreté du patient et du respect des règles, et vous verrez, c'est un exemple parmi d'autres, mais on n'a jamais eu de résultats à 100% corrects, et quand il faut relaver un patient sur la table d'opération, c'est extrêmement compliqué. Alors le principe, effectivement, c'est une douche cheveux compris avec un savon. Il n'y a pas besoin que ce soit un antiseptique. Et c'est vrai qu'on sait que c'est pas recommandé. Maintenant, toujours de notre expérience, le jour où on a donné aux patients, parce qu'au départ on donnait les flapules, un savon antiseptique, la dimension prise par la douche préopératoire, c'était quasiment comme un traitement. Et le patient respectait beaucoup plus cette douche. Alors, isobétadine, chlorhexidine, l'avantage de l'iso, c'est qu'on leur dit vous devez frotter jusqu'à ce que la mousse devienne blanche. Eh bien, le patient a l'impression que là, vraiment, il joue un rôle et que c'est un soin important. Tandis que quand on lui dit vous vous douchez, vous frottez bien partout, ça n'a pas le même impact. Raison pour laquelle nous, au CHU, on maintient la douche avec un savon antiseptique, même si on sait très bien que ça n'apporte rien de plus qu'un savon neutre. Le conseil après, évidemment, c'est de remettre des vêtements propres après la douche. Et quand le patient, et ça arrive de manière régulière, ne peut pas aller se doucher, la toilette doit être faite au lit. C'est un peu plus compliqué pour l'infirmière, évidemment. L'hygiène buccale est aussi importante. Alors pour les patients qui ont des plaies ou des escarres, on recommande de mettre un pansement sur cette plaie. Et puis il y a toute la problématique de la chirurgie urgente. Donc là, c'est clair qu'il y a non seulement la gestion de la douleur, si le patient est très douloureux, difficile de le laver complètement au lit, de le retourner dans tous les sens. Donc il faut gérer sa douleur et essayer de faire du mieux qu'on peut. S'il y a une plaie, une fracture ouverte par exemple, on essaye de mettre un pansement sur la plaie et de faire une détertion des zones adjacentes au mieux. Alors, on doit conseiller aux patients, et d'où l'intérêt d'avoir des brochures pour expliquer clairement et que le patient puisse relire après ce qu'on lui demande. Il doit retirer tous ses bijoux, le vernis et les faux ongles. Le vernis et les faux ongles, notamment pour la saturation d'oxygène, c'est non négligeable. Nous, enlever le vernis au bloc, on le fait encore bien. Enlever les faux ongles, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, mais c'est, je ne dirais pas tous les jours que ça arrive, mais quasiment. Dans la patientèle féminine, évidemment. Au moment de partir au bloc, retrait des prothèses dentaires auditives et des lentilles. Clairement, les prothèses dentaires, le nombre de pertes que je gère entre la salle d'hospi et le bloc, et le patient revient sans ses prothèses. Donc là, il faut vraiment faire passer l'information, mais au plus près de l'intervention. Alors, les piercings ne gênent pas s'ils ne sont pas dans les zones de travail de l'anesthésiste ou du chirurgien. Et au niveau de la langue, pas de piercing métallique pour l'intubation et pour l'électrochirurgie évidemment. Et si on laisse le piercing en place, il faut aussi expliquer qu'il doit être nettoyé, désinfecté avec de l'alcool préalablement. Alors ceci, c'est la brochure de l'hygiène hospitalière du CHU mise en page par la communication. Alors nous, là à nouveau, c'est pas recommandé, mais ce qu'on préconise, que ce soit en ambulatoire, en hospi, pour augmenter les chances que le patient soit propre, c'est 2 douches. Donc on lui demande un la veille au soir et un le matin de l'intervention. Et sur cette brochure, on explique aussi qu'il faut enlever le maquillage, qu'il faut enlever les faux ongles, le vernis, les bijoux. Et cette brochure sert à la fois pour le patient ambulatoire, mais aussi en hospitalisation. On a des affiches alors qu'on a dans les douches pour vraiment être au plus près du soin de la douche préopératoire et que le patient puisse voir en se douchant ce qu'il doit faire exactement. Alors on a parlé de l'épilation pour mettre un cathéter, mais c'est la même chose pour l'intervention chirurgicale. Il n'y a pas plus de risque infectieux à laisser la pilosité du patient. Alors si vraiment ça gêne pour la technique chirurgicale ou pour mettre des pansements très adhérents, on peut faire une épilation à ce moment-là uniquement avec une tondeuse, avec des lames à usage unique évidemment. Et phénomène auquel on est de plus en plus confronté et où on essaye de mouiller les anesthésistes et les infirmières de pré-hospi, c'est que maintenant les patients arrivent souvent
complètement épilé, homme comme femme, en salle d'opération. Mais ça, c'est pas recommandé non plus, et donc il faut dire au patient qu'il ne doit pas s'épiler avant de venir à l'hôpital pour être opéré. Donc le rasage manuel est proscrit, ça c'est un niveau 1, en raison des excoriations cutanées que ça peut entraîner. Idéalement, si vraiment une épilation doit avoir lieu, elle se fait dans l'unité de soins le jour de l'intervention ou la veille. On ne le fait pas au bloc parce que ça entraîne, on a parlé des squames de l'anesthésiste, mais ça entraîne une dispersion de squames et de poils dans l'environnement de la salle d'op. Et donc vraiment, il faut donner ces consignes aux patients en préopératoire par rapport à cette épilation. Maintenant, il ne faut peut-être pas aller trop loin parce que si vous, anesthésiste, vous dites on ne vous épilera pas et vous ne devez pas le faire vous-même, et que chez nous, par exemple, en chirurgie cardiovasculaire, vous êtes épilé de la tête aux pieds encore aujourd'hui, en 2017, pour être opéré. Donc là, il y a aussi des idées reçues difficiles à vaincre. Alors, concernant la tenue du patient, ça ne se pose pas quand le patient est hospitalisé, mais quand il vient en ambulatoire, il n'y a pas non plus d'impact de la tenue du patient. Il doit avoir une tenue propre, des chaussures propres, visuellement propres, mais on n'impose pas que le patient ait une blouse d'opéré pour venir au bloc opératoire, même si dans la majorité des cas, on le fait. Maintenant, nous, on a pas mal d'anesthésistes qui ont des projets de patient debout, où le patient arrive sur ses deux pieds, habillé, va au bloc et repart dans une zone d'attente avant d'avoir le feu vert pour rentrer chez lui. Et donc, dans ces cas de figure-là, effectivement, il semble peu concevable de demander au patient de se changer complètement. On peut éventuellement lui donner un survêtement à mettre au-dessus de ses vêtements de ville. Et puis alors, une fois qu'il entre dans le bloc, on lui donne évidemment un bonnet pour entrer dans le bloc opératoire. Donc ça, c'est les audits dont je vous parlais. C'est des petits audits faits par les 4e bloc-op. Là, c'était en maxillofacial et en orthopédie. 15 interventions. On a un système de feuilles scannables, hein, donc simplement, il coche ce qu'il voit. Donc c'est à la phase d'induction. Le patient est endormi et puis on le regarde de la tête aux pieds pour voir s'il correspond bien au protocole de l'institution. Vous voyez déjà que 13% des patients avaient gardé leurs sous-vêtements essentiellement. Les bijoux, on n'en a pas vu cette fois-là, mais à d'autres moments, on en retrouve. Et puis voilà, barbe sale, ombilic sale. L'ombilic, c'est vraiment quasiment à chaque fois. Donc ça montre bien que l'infirmière de l'unité de soins n'a pas vérifié. Et elles sont extrêmement mal à l'aise par rapport à ça, de vérifier chez un patient qui est tout à fait autonome qu'il s'est bien douché. Donc c'est un peu compliqué. Alors, habituellement, on dit toujours les lits n'entrent pas dans la salle d'op, hein, donc on amène le patient au bloc et puis soit on le met sur un brancard, enfin c'est toujours un peu compliqué. Pourtant, il n'y a aucune étude qui soutient le bien fondé de cette pratique, donc le lit peut très bien entrer à côté de la table d'op et vous mettez le patient sur la table sans problème. Mais à nouveau, ce sont des habitudes. Le bloc opératoire est une zone très fermé au changement de pratique, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai. L'antibioprophylaxie, on l'a dit clairement, il faut qu'elle soit donnée au bon moment, mais il faut surtout qu'il y ait des protocoles écrits sur quel antibiotique donner, à quel moment. Il faut que ces protocoles soient validés par les groupes de gestion de l'antibiothérapie et ne perdurent pas dans le temps. Nous, on a parfois des antibioprophylaxies qui durent une semaine. Quand le GGA fait ses enquêtes, c'est un petit peu long. Hein. Donc voilà, il faut que tout ça soit écrit et il faut, comme pour l'hygiène, auditer et vérifier que les pratiques sont correctes. Alors un petit mot sur les précautions additionnelles. Hein. On parle beaucoup des précautions additionnelles, les isolements infectieux dans les unités de soins. Et clairement, on parlait du dépistage tout à l'heure, on ne dépiste pas tout le monde et tout le temps. Si on dépiste un peu tard ou si on n'a pas récupéré les résultats ou si on n'a pas les résultats de la décolonisation, le principe est précaution générale, tout patient doit être considéré comme potentiellement contagieux, infecté, tout ce que vous voulez. Donc on prend les mêmes mesures pour tous les patients. Donc les précautions additionnelles au bloc, on disait toujours, il faut mettre l'intervention en fin de programme, il y a des choses qui perdurent depuis des années et qui perdurent toujours. Alors il n'y a aucune preuve dans la littérature que le fait de le mettre en fin de programme change quoi que ce soit. De la même manière, alors que les chirurgiens aiment beaucoup les chirurgies propres et les chirurgies sales,
Il n'y a pas non plus de contre-indication à faire une chirurgie digestive, puis une ortho, puis une cardiovasculaire, puis à nouveau une digestive. Et donc, clairement, ça n'a pas d'impact. Mais fonctionnellement, dans l'organisation de la salle d'op, les techniciennes de surface sont houspillées en permanence. On installe le patient, enfin en tout cas dans mon expérience, on installe le patient suivant alors que la femme d'ouvrage est toujours en train de nettoyer, toutes les portes sont ouvertes, on réachalande, on prépare les tables, tout se fait parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps d'attendre. Et donc la fin de programme peut avoir un sens pour permettre, après l'intervention, à la technicienne de surface de tout nettoyer correctement et d'avoir le temps de le faire. Et donc, dans ce but-là, ça peut avoir un sens. Il y a une seule exception par rapport aux mesures, ce sont les précautions aériennes qu'on prend essentiellement pour les tuberculoses pulmonaires ou laryngées ou pour une tuberculose extrapulmonaire qui est le lieu où on va intervenir chirurgicalement, les varicelles aussi et les virus pandémiques dont on ne connaît pas encore le mode de transmission. Dans ce cas-là, idéalement, il faut postposer l'intervention chirurgicale. Maintenant, le tuberculeux à qui il faut faire une lobectomie pour pouvoir s'en sortir avec sa tuberculose, on ne peut pas postposer. Donc, il y a des cas où il faut intervenir. Et dans ce cadre-là, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'isoler le SAS et la salle d'intervention du reste du bloc pour ne pas qu'il y ait une transmission de ces agents par voie aérienne dans le reste du bloc opératoire. Alors, si le bloc ne permet pas de le faire, on peut éventuellement utiliser les filtres EPA mobiles qu'on met parfois quand il y a des travaux en oncologie ou en hématologie. Il faut évidemment encore plus dans ce cas de figure-là que seules les personnes qui doivent être dans la salle d'opsie y trouvent, que le personnel porte un masque FFP2 sans valve et qu'il y ait effectivement dans ce cas de figure-là bien un filtre antibactérien sur le circuit expiratoire du respirateur. Alors le dernier point que j'aborderai en matière de prévention des ISO en pré-op, c'est la préparation de l'anesthésiste, votre préparation. Alors les préalables à l'hygiène des mains, ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde, mais ici le public, c'est un public d'anesthésistes. Donc les préalables, c'est les ongles propres et courts qui ne dépassent pas le bout des doigts, ça semble évident, pas de vernis à ongles, pas de faux ongles, pas de bijoux maniés au poignet. Mais nous, on avait une anesthésiste qui avait des bijoux dans les cheveux et qui les accrochait au-dessus de son bonnet, qui avait des faux ongles, qui avait des bijoux, qui avait tout ce que l'on veut, des tongs, des bracelets partout. Et ça a été extrêmement difficile de lui faire comprendre qu'elle aussi, elle devait respecter les mêmes mesures que le chirurgien, que l'infirmière instrumentiste. Et donc, parfois, on se rend compte où on a des anesthésistes qui viennent avec leur sac à dos pas très frais, ils sont venus en vélo, leur sac à dos, leur bouquin, et pour tuer le temps pendant l'intervention. Je suis un peu caricaturale, je le sais. Mais voilà, tout le monde doit respecter ses préalables d'hygiène des mains. Anne-Simon vous en parlera bien mieux que moi. Je tenais quand même à le rappeler. Blessures recouvertes, cheveux courts ou attachés. Il n'est pas rare non plus de voir, on parle souvent de la barbe et du fait qu'il faut mettre une cagoule quand on a une barbe, mais des femmes qui ont un bonnet et des cheveux qui sortent de partout. Donc là, on n'est pas très efficace. Alors pour rappeler tout cela, nous on avait mis donc, nos vestiaires centraux du bloc opératoire, entre la porte de ces vestiaires et l'entrée du bloc. On avait fait 2 affiches qui sont toujours d'ailleurs pour les hommes et les femmes, rappelant que tout cela, en tout cas pour les bijoux, devait rester au vestiaire. Ça a été relativement apprécié à partir du moment où le personnel a un vestiaire qui ferme à clé, puisque vous n'allez pas laisser ça dans un vestiaire ouvert, ce qui est le cas notamment des stagiaires et de certains assistants chez nous qui n'ont pas de vestiaire. L'alternative, en tout cas dans le bloc neurochirurgical par exemple, il y a une boîte à l'entrée du bloc neurochirurgical qui ferme avec un code où tout le monde en début de journée, maintenant il faut se faire confiance, mais ces bijoux de valeur sont GSM et autres. Alors on parlait de la tenue du bloc opératoire, clairement il y a des normes, il y a des règles, et puis il y a le respect du règlement d'ordre intérieur. Je suis bien d'accord et c'est tous les jours que j'ai des mails me disant c'est pas normal que le chirurgien, l'anesthésiste ou l'infirmière du bloc soit en verre au self ou à la cafétéria ou à la boulangerie. Ça c'est un règlement d'ordre intérieur qui doit être fait par l'institution pour que cette zone à risque reste bien différenciée du reste de l'hôpital. Je voudrais que nous, les intensivistes, sont tous en vert, en tout cas les intensivistes anesthésistes sont tous en vert.
Donc ça biaise un peu les données parce qu'eux ne vont pas au bloc, enfin pas très souvent au bloc, mais ils sont aussi en vert. Mais clairement, la tenue spécifique pour le bloc, il n'y a pas de démonstration de son utilité dans la littérature en matière de prévention des infections. Mais en matière de respect d'une zone protégée, je pense que ça a tout son sens. Il faut respecter une tenue spécifique qui respecte la norme 13725, notamment par rapport au squam. Enfin bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et le remplacer au minimum tous les jours. Alors ça semble évident, mais nous on a vu fleurir il y a quelques années ces bonnets en tissu. Propriété des anesthésistes, parce que les chirurgiens n'en mettaient pas, hein, ça venait des États-Unis. Et puis on leur dit oui, mais enfin, tous les jours je te vois avec le même bonnet. Ah, mais oui, mais je le change une fois par semaine ou tous les 3 jours. Et donc là, ça pose question. Nous, on l'a interdit à tout le personnel. Et je pense que ça a été relativement bien suivi. Dès qu'on a eu une épidémie ou l'autre, les quelques derniers récalcitrants sont revenus à la raison. Et donc on réutilise des bonnets jetables. Alors en zone, ce qui est préconisé, qui est recommandé par le conseil, en zone non critique, donc dans le réveil, les vestiaires, là où les patients attendent, il n'y a pas de tenue spécifique à avoir nécessairement, c'est comme ailleurs dans l'institution. Tout ce qui est zone semi-critique, donc la zone de désinfection chirurgicale des mains, les couloirs devant les salles d'op, les zones de stockage du matériel, on recommande un pantalon et une blouse à manches courtes pour faciliter la désinfection chirurgicale des mains, des chaussures propres qui peuvent être lavables mais pas nécessairement des sabots, et un bonnet ou une cagoule pour les barbus et un masque qu'on doit mettre avant la désinfection chirurgicale des mains et avant de pénétrer en zone critique. Dans les zones critiques, et là vous voyez ce sont des niveaux 1, donc les salles d'op ou les salles où on fait de la petite chirurgie ou des césariennes, un bonnet propre qui couvre toute la chevelure, on le change au minimum une fois par jour, une cagoule si on a une barbe, et le masque couvrant le nez et la bouche. Alors ça semble évident, j'avais d'abord mis des photos de chez nous, puis bon, je les ai bougées, mais une fois sur 5, l'anesthésiste chez nous a le masque sous le nez au bloc opératoire central. Avec le masque, on l'a dit tout à l'heure, hein, un changement en fonction des normes du fabricant et changer dès qu'il est mouillé ou souillé. Alors, je terminerai sur une campagne menée par notre service interne de prévention et de protection des travailleurs qui rejoint à la fois la prévention des infections, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le règlement d'ordre intérieur, puisqu'on est assailli de mails qui rappellent qu'à chaque environnement, sa tenue, on n'opère pas en civil et idéalement, on ne va pas au self avec sa tenue opératoire, son masque et son bonnet. En général, on ne l'a pas sur le nez au self, on l'a autour du cou. Je vous remercie.